Alors, je vais réintroduire parce qu'elle vient d'arriver. On est très content de l'avoir avec nous. Alors, je vous demanderai de faire un maximum de bruit pour Natacha Larsson, orthopédagogue renommée, qui est avec nous ici. Alors, Natacha Larsson, merci beaucoup d'être là. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais remercier les personnes de l'Académie du Succès de m'avoir invitée. J'ai eu un accueil vraiment très chaleureux. L'ambiance est très agréable et en fait, j'avais prévu commencer en vous faisant faire des exercices de brain gym parce que j'imaginais que vous alliez être fatigués. Mais je crois que ça ne va pas être nécessaire du tout. Vous êtes tous en pleine forme. Donc, on va se passer de cette partie. Je vais pouvoir directement commencer ma conférence, si ça vous convient. Waouh! Très bien. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Je m'appelle Natacha, je suis orthopédagogue. J'ai commencé en pratique privée il y a 5 ans. Il y a beaucoup de demandes au niveau de l'orthopédagogie dans les écoles, mais j'ai toujours voulu travailler dans mes valeurs. Et je trouve que le suivi en 1 pour 1 est beaucoup plus efficace que quand on travaille en sous-groupe en milieu scolaire. J'ai tenté l'expérience l'année dernière dans une belle école du plateau. Les valeurs étaient intéressantes, mais je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus travailler en 1 pour 1 et que de cette manière-là, je pouvais travailler directement avec les familles et c'était vraiment efficace dans ce sens-là. Au niveau de mon bagage d'études, j'ai étudié en orthopédagogie. Pour rentrer dans le programme, j'ai aussi étudié en psychologie et en psychoéducation. Ça me permet d'avoir un regard global sur les besoins des enfants, ce que je trouve important. Donc, n'hésitez jamais de votre côté à vous former. Bien sûr, ce n'est pas les diplômes qui vont être importants, ça va être votre engagement. Donc, lire des articles, lire des livres, avoir des échanges, faire du réseautage. Donc, c'est vraiment à vous de construire votre savoir loin de tout diplôme. Ma philosophie quand je travaille avec les familles, c'est vraiment l'authenticité. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, selon moi, ce qu'est un bon tuteur, selon mes valeurs pédagogiques. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien apprendre à vous connaître dans le public. Alors, je vous propose de lever la main quand je vais vous poser des questions pour pouvoir apprendre à vous connaître. Donc, vous êtes tous des tuteurs, c'est ça? Des tuteurs, d'accord. Au niveau de la tranche d'âge, pardon, entre 15 et 20 ans, il y a des personnes qui sont entre 15 et 20 ans, des petits jeunes? Il y en a pas mal, d'accord. De 20 à 25 ans? D'accord. De 25 à 30 ans? Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de 30 ans? Qui se considèrent comme vieilles, mais moi aussi j'ai passé cette catégorie-là? D'accord, très bien. Si je vous pose ces questions, c'est parce que je vais vous amener à une réflexion par la suite. Ensuite, j'aimerais savoir, en levant la main toujours, s'il y a des personnes qui ont des enfants. Je prends un gros coup de vieux. D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà un bagage professionnel avec des enfants ou avec des jeunes? D'accord. Très bien. Maintenant, je vais vous poser une question, toujours en levant la main. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir plus de 30 ans par rapport à être plus jeune, le fait d'avoir des responsabilités familiales et d'avoir déjà un bagage professionnel avec les enfants ou les jeunes va vous permettre d'être un meilleur tuteur qu'une personne qui n'a pas cette histoire, ce parcours? En levant la main? Il y en a quelques-uns qui pensent ça. Alors, c'est sûr que ça peut vous donner confiance en vous, mais personnellement, je pense que ça va être vraiment votre approche qui va définir votre efficacité. Alors, je vous propose de débuter la conférence après cette réflexion. Ça vous convient? Et bien sûr, tout au long de ma présentation orale, sentez-vous bien à l'aise de lever la main, loin de tout jugement. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vais tenter de faire fonctionner ça. Parfait. Alors, je vais vous présenter le programme d'aujourd'hui. Ah, merci. J'ai fait un effort, mais j'en fais moins que quand j'étais à l'université. Quand j'étais à l'université, je pense que je passais 1 heure après avoir fini mes PowerPoint à les enjoliver. Là, j'ai mis juste 2-3 animations. Je me suis calmée avec le temps. Alors, au niveau de ma conférence, je vais aborder 3 points principaux avec vous.
Donc, le sujet de ma conférence, celle que j'ai bâtie pour vous, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon tuteur? Donc, en premier, on va regarder à quel point il est important d'avoir une relation authentique avec les apprenants, que vous construisiez des liens avec eux, et je vous expliquerai pourquoi et comment. Ensuite, j'aimerais vous expliquer pourquoi le plus important pour avoir des interventions efficaces, ça va être de prendre le temps de cibler le besoin des élèves, beaucoup plus que l'accompagnement que vous allez choisir de mettre en place par la suite. Et finalement, j'aimerais aussi insister sur le fait que la flexibilité est super importante quand vous travaillez avec des enfants. Souvent, on a un plan et je me suis aperçue avec le temps que plus j'avais d'expérience, plus j'avais de confiance en moi au niveau professionnel et plus je me permettais d'ajuster mes planifications au cours des rencontres avec les enfants. Et finalement, c'est ce qui est le plus payant, j'ai remarqué. Ensuite, avec plaisir, je vous ferai vivre 2 mises en situation. À la base, j'avais prévu que des enfants viennent vous lire des cas, mais c'est trop tard pour eux, il faut qu'ils soient couchés à 8h30. Mais par contre, ils m'ont permis de mettre leurs photos pour rendre le PowerPoint vivant. Et finalement, on terminera avec une conclusion. Si ça vous convient, j'ai prévu de vous faire construire ce qu'on appelle un réseau conceptuel. En fait, c'est une façon de synthétiser et d'organiser les informations. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est de vous montrer que c'est l'exercice de restitution des connaissances qui va être payant plutôt que d'avoir un aide-mémoire qui est déjà tout fait, que je peux quand même vous fournir à la fin de la présentation. Joli dessin. Donc on va commencer avec le premier point qui est la relation authentique avec les apprenants, base de tout apprentissage. Donc dans cette section, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est de la disponibilité cognitive de l'élève. La première chose que je travaille avec les enfants, c'est le fait d'apprendre à se connaître en profondeur parce que chaque enfant a des talents différents. Et en leur permettant d'apprendre à se découvrir, je leur permets d'utiliser ces talents face aux défis qu'ils peuvent vivre. Par exemple, un enfant qui a beaucoup de créativité, et c'est souvent le cas chez les enfants qui ont un TDA, va pouvoir trouver des stratégies. Par exemple, quand il y a des mots de vocabulaire à apprendre, moi je leur dis, trouve quelque chose, un moyen mémotechnique qui va t'aider à te rappeler de l'orthographe du mot en te laissant aller. Et plus c'est bizarre, et plus ça va fonctionner. Donc la créativité a été utilisée. Donc n'hésitez pas à accompagner les enfants à se connaître quand vous travaillerez avec eux. Et pour ça, ça prend bien sûr un lien authentique avec vos élèves, avec les jeunes. Ensuite, il va falloir que, selon moi, vous travaillez la confiance en soi de l'enfant. Depuis 5 ans que je travaille avec des enfants et des jeunes, j'ai toujours commencé à travailler la confiance en soi de l'enfant. Et en réalité, une fois que les enfants ont confiance en eux et qu'ils comprennent que c'est leur vie qui est entre leurs mains et qu'ils n'ont pas à subir les choses, par la suite, tout devient facile. Et la plupart du temps, en réalité, je n'ai pas à travailler directement les conséquences des troubles d'apprentissage qu'ils ont. Parce que s'ils ont confiance en eux et si on leur apprend à développer leur propre méthode de travail en fonction de leurs forces, naturellement, ils vont être capables de s'assumer, de répondre à leurs besoins. Donc on ne veut pas les accompagner en permanence, on veut leur donner une façon de travailler qu'ils vont garder par la suite. Et même dans leur vie d'adulte. Il m'arrive, et c'est un de mes plus grands cadeaux, d'avoir des enfants qui me recontactent une fois que le suivi est terminé, et j'aime voir qu'ils sont restés différents, mais qu'ils s'assument et qu'ils ont quelque chose de magnifique à apporter à la société. C'est ce qu'on veut qu'ils gardent. Ensuite, j'ai remarqué que pour qu'un enfant soit efficace dans ses apprentissages, il faut qu'il ait un cerveau qui soit libre de s'exprimer. Moi, par exemple, j'étais en difficulté scolaire quand j'étais jeune. J'ai un déficit d'attention et comme je vivais en France, je n'ai jamais reçu de diagnostic ni de soutien. Pour mes enseignants et mes professeurs, j'étais juste stupide, malheureusement, et on m'avait recommandé de quitter l'école à 13 ans. Ça ne m'a pas empêché de faire 7 ans d'université, mais ça, c'est parce que j'avais mes parents derrière moi, heureusement. Donc, quand je suis arrivée à l'université, là, j'avais davantage confiance en moi du fait que j'ai passé une étape de ma vie, celle de faire mes preuves, et je me suis permise d'y aller avec mes propres méthodes de travail. Je me disais que si un professeur tombait dessus, j'allais passer pour une folle, parce que c'était bizarre, et finalement, au fur et à mesure de mes études, je me rendais compte qu'il y avait des références scientifiques qui appuyaient les démarches mises en place, et ça marchait vraiment bien. Donc, en conclusion, au niveau de la disponibilité cognitive de l'élève, on veut que les enfants apprennent à se découvrir, qu'ils développent leur confiance en eux, c'est essentiel,
et qu'ils aient un cerveau libre de s'exprimer. Et vous, quand vous allez travailler avec les enfants, avec les jeunes, ça va être super important de respecter ces points-là. Est-ce que l'enfant est disponible ou non pour apprendre? Et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux prendre le temps d'établir un lien que de chercher à développer le côté académique, parce que sans cet aspect-là, je pense que vous ne serez pas efficace dans vos interventions. Ensuite, le second point que j'aimerais aborder dans cette grande partie, qui est la relation authentique avec les apprenants, j'aimerais rappeler que les enfants apprennent par l'erreur. J'imagine que vous êtes tous familiers avec ce concept, mais j'aimerais prendre le temps de l'approfondir, c'est très important. Pour commencer, on dit que pour apprendre, il faut faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que ça va mal quand on ne fait pas d'erreurs et qu'on comprend du premier coup, mais au niveau du processus d'apprentissage, ce qui se passe, c'est qu'il faut que l'enfant comprenne son erreur et qu'il soit capable de la corriger par lui-même pour qu'il y ait un vrai apprentissage. Ça se peut que l'enfant soit accompagné quand ça se passe comme ça, ou encore qu'il fasse ça tout seul. Vous-même, je vous laisse un instant pour penser à des choses que vous avez apprises de façon solide. Vous verrez que vous avez une sorte de phase de doute et que par la suite vous avez compris les choses, mais il faut que ce soit fait en profondeur. Ensuite, dans ce point-ci qui s'appelle « L'élève apprend par l'erreur », j'aimerais souligner que si un enfant ne se permet pas l'erreur, l'apprentissage ne sera pas efficace ou il sera absent. Par exemple, dans mon expérience, l'année scolaire en milieu scolaire, on m'a demandé d'aller dans une classe et de modéliser l'attitude à avoir vis-à-vis des apprentissages. C'était pour s'entraîner en fait à un examen du ministère. Et alors que j'ai toujours eu confiance en moi parce que je m'accepte comme je suis et que j'étais à l'aise puisque j'étais l'adulte dans la classe et que j'étais la dite spécialiste, j'ai même pas osé lever la main parce que l'enseignante était très castratrice. Et je me disais, si mon idée ne lui plaît pas d'un point de vue subjectif, elle va me sortir une remarque humiliante devant tout le monde et c'est inutile. Et donc si moi qui suis adulte et qui suis familière avec ce domaine, j'ai eu ce regard-là sur les choses, ça veut dire que ça peut vraiment déstabiliser les enfants. Donc c'est très important qu'ils comprennent que l'erreur est constructive et que vous créez un climat assez chaleureux pour que les enfants se permettent les erreurs, qu'ils puissent poser les questions qui se posent vraiment. J'ai un autre exemple, quand j'étais à l'école en France, j'avais demandé à une enseignante qu'est-ce que veut dire tel mot, et elle s'est moquée de moi devant toute la classe. Elle a demandé aux autres étudiants, vous savez ce que c'est ce mot-là? Et personne ne savait, mais tout le monde faisait semblant dans le non-verbal de maîtriser. Et j'ai plus envie de poser de questions alors que j'étais grande, j'avais 17-18 ans. Et finalement, dans ce point-là, j'aimerais vous rappeler que vous êtes responsable du climat d'apprentissage qu'il va y avoir entre l'enfant et vous. Donc, comment est-ce qu'on peut créer un climat d'apprentissage chaleureux? Ça peut être des petits gestes complètement anodins, comme demander à l'enfant est-ce qu'il veut prendre un verre d'eau avant de commencer la séance, de l'inviter à nous raconter sa journée, est-ce qu'il a des craintes, est-ce qu'il a des envies particulières. Souvent, quand les enfants sont fatigués, moi je propose de commencer par un jeu. Normalement, je mets les jeux en place à la fin des séances comme une sorte d'encouragement, même si les jeux me permettent de travailler l'estime scolaire et le cerveau en contexte d'apprentissage. Je réalise que quand je commence comme ça, les enfants se réveillent au niveau intellectuel, ils ont du plaisir, ils regagnent confiance en eux et c'est une sorte de boost qui va leur permettre de bien débuter ce que je prévois de travailler avec eux, et on ne perd jamais de temps quand on est à l'écoute. À ce niveau-là, j'ai un exemple concret. J'avais un élève, Naïm, qui n'arrivait pas à se mettre à la tâche et je lui demandais de dessiner parce que je voyais qu'il avait besoin de se mettre dans sa bulle et d'évacuer les sentiments qu'il avait dans sa journée difficile. Et finalement, alors que j'ai entre guillemets perdu 30 minutes de la séance précieuse qui était de 60 minutes à l'aider à se sentir bien, à être disponible, il a été beaucoup plus rapide que pendant les autres séances. On a travaillé beaucoup plus fort que quand je prévoyais 60 minutes sur un sujet bien précis. Le dernier point que j'aimerais aborder par rapport à l'importance de la relation authentique, c'est que l'enfant est curieux de nature. Tous les enfants aiment apprendre. Et je pense que le système scolaire, par ses obligations, abîme le plaisir d'apprendre, et je vais vous en parler. Donc oui, c'est inné chez les enfants d'aimer apprendre. Si un enfant vous dit qu'il n'aime pas apprendre, à mon avis, c'est qu'il fait référence au système scolaire et au vécu qu'il a pu avoir autour de ça. Donc, je remarque que c'est les évaluations, les devoirs qui sont obligatoires, le fait de devoir rester assis toute la journée, de n'avoir comme style d'enseignement que celui de l'enseignant qui ne s'adapte pas
à l'ensemble des enfants qui va abîmer le plaisir d'apprendre, en fait. Et si vous encouragez les enfants à verbaliser leurs questions de façon spontanée, vous verrez que vous les accompagnerez beaucoup mieux dans leurs apprentissages. J'ai reçu un enfant ce matin et malheureusement, il fallait que je fasse de la grammaire avec lui. Je dis malheureusement parce que c'est rare que les enfants aient de l'intérêt à faire de la grammaire et c'est difficile de leur montrer l'utilité de la grammaire à part comme ça tu pourras faire moins de fautes d'orthographe, c'est pas super stimulant. Et finalement, il m'a posé 3 questions. J'avais pas du tout prévu qu'il me pose ces questions et j'ai réfléchi et il semblait vraiment engagé dans ses apprentissages en me posant ces questions. Et en fait, ces questions lui permettaient d'exprimer sa manière d'apprendre. Et en répondant à ces questions qui n'étaient pas du tout dans ma planification, j'ai réalisé qu'il avait appris ce que je voulais lui transmettre de façon super solide. Et alors que c'est un enfant qui est en grande difficulté devant sa mère, j'ai pu l'interroger et il était fier de pouvoir transférer ses connaissances dans un contexte différent. Donc ça voulait dire qu'il maîtrisait le sujet. Maintenant, je vais vous parler d'un second point. Le second point, c'est le fait de prendre le temps de cibler les besoins de l'enfant avec précision. Comme je le disais, il vaudrait mieux passer beaucoup de temps sur l'évaluation des besoins des enfants et peu de temps sur la rééducation ou le travail que vous faites auprès d'eux. J'ai un bon exemple pour que vous compreniez ce point-là. C'est le fait qu'on fasse parfois des hors-sujets durant nos études. Ça m'est arrivé de nombreuses fois de faire des hors-sujets parce que un TDA mal outillé, souvent ça donne un enfant qui ne comprend pas la consigne, qui passe à côté parce qu'il l'a lu trop vite. Et on s'engage dans la tâche sincèrement, on passe beaucoup de temps et finalement le résultat n'est pas là. Ce que je veux donner comme image, c'est que ce n'est pas une question de passer du temps sur quelque chose, c'est une question de définir les besoins de l'enfant. Et en contexte de scolarisation, ça va être de comprendre ce qui est attendu de vous. Donc ça, c'était une image pour vous permettre de comprendre ce que je cherchais à vous montrer. Et également, pourquoi est-ce que c'est important de bien cibler les besoins de l'enfant ? C'est que les enfants ont tous des forces. Même les enfants qui sont les plus en difficulté, et bien souvent, si vous ciblez les forces d'un enfant, vous allez pouvoir compenser ses difficultés. Les enfants avec lesquels vous allez travailler, bien souvent, ils ont des plans d'intervention. Parfois, les enseignants offrent de la flexibilité, parfois, ils offrent des adaptations, et malheureusement, des fois, on se rend à ce qu'on appelle les modifications. Est-ce que vous êtes familier avec ces 3 appellations ? Pas trop ? Ok. La flexibilité, c'est quelque chose qu'on peut offrir à toute la classe de façon spontanée. Par exemple, si j'étais enseignante, je permettrais à tout le monde d'aller s'asseoir à n'importe quelle table. Je mettrais des sièges qui permettent aux enfants de bouger. Je mettrais des coussins par terre pour si quelqu'un veut travailler par terre. Ça, c'est de la flexibilité. L'adaptation, c'est le fait de répondre aux besoins d'un enfant de façon spécifique. Ça ne touche pas aux évaluations. Par exemple, moi, à l'université, j'avais le droit à du temps supplémentaire et à un local isolé pour me permettre d'exprimer mon potentiel sans être troublé par le déficit d'attention. Ça, c'est une adaptation. La modification, par contre, c'est plus grave, c'est qu'on va modifier la façon d'évaluer l'enfant. Et là, les résultats ne sont plus subjectifs. C'est ce qui arrive quand les enfants sont dans des écoles spécialisées souvent. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si vous comprenez les forces de l'enfant, vous allez être capable d'éviter qu'on en arrive à des modifications. Ensuite, par rapport au fait qu'il est important de prendre le temps de cibler le besoin des jeunes avec lesquels vous allez travailler, j'aimerais rappeler que 2 enfants qui peuvent avoir le même diagnostic, par exemple 2 enfants dyslexiques, n'auront jamais les mêmes besoins exactement en termes d'intervention. Personnellement, ça fait 5 ans que je travaille à mon compte. J'ai reçu beaucoup d'élèves, j'ai à peu près 30 élèves par semaine. Et ça m'est jamais arrivé, alors que c'est toujours le même type de trouble, d'avoir les mêmes interventions au dossier de l'enfant. Ça a toujours été différent. Également, je remarque que souvent, on prend beaucoup de temps à analyser le rapport d'évaluation neuropsychologique qu'on nous fournit. Et finalement, il faut aussi aller au-delà de ça. C'est sûr qu'on a beaucoup d'informations sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, mais en réalité, ce qui est le plus important, ça va être quelles sont ses sources de motivation, qu'est-ce qui le valorise, qu'est-ce qui le rend heureux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça va être l'aspect plus personnel de l'enfant.
Et en troisième, je voulais vous rappeler que peu importe les troubles dont les enfants sont atteints, de toute façon, il y a des profils qui sont différents. Il peut y avoir 5 élèves dyslexiques et la dyslexie peut s'exprimer de plein de façons différentes. Comme le TDAH, je pense que vous êtes familier avec le fait qu'il y ait de l'inattention ou de l'impulsivité qui prédomine, c'est la même chose. Donc ce sont des cas uniques et c'est comme ça qu'il faut les regarder, c'est pour ça qu'il faut avoir un regard précis sur les besoins de chacun. Toujours dans la section prendre le temps de cibler les besoins des enfants en profondeur, j'aimerais vous rappeler que si un parent vous consulte, c'est précisément parce que ça lui échappe. Donc c'est votre travail à vous de cibler ses besoins, c'est pas juste de faire des exercices ou d'essayer de reprendre ce qui a été vu à l'école d'une autre manière, ça va être de comprendre ses besoins. Donc comme je l'ai écrit en haut, jamais un parent va vous envoyer son enfant juste pour se soulager et avoir du temps personnel, c'est rare. Et gardez en tête qu'à chaque fois qu'une famille vous consulte, bien évidemment, elle a d'abord essayé de mettre en place tout ce qu'il fallait, parce que moi je remarque avec le temps que les parents considèrent au début du suivi en orthopédagogie, comme aussi avec le tutorat quand j'en faisais plus jeune, que quand on va chercher de l'aide, c'est qu'on est en échec. Donc ils ont essayé de faire de leur mieux. Alors votre travail, ça ne va pas juste être de faire les devoirs et de donner des trucs, mais de comprendre comment on va pouvoir mettre un déclic en place. Et aussi, vous avez un avantage énorme, je le comprends mieux maintenant que je suis maman, c'est que vous avez du recul. Donc vous allez être loin du déni et loin de l'hyper-responsabilisation, dans le sens où les parents pensent souvent que c'est de leur faute et ça fait que leur jugement, il n'est jamais objectif. Et ils le disent beaucoup d'eux-mêmes. Donc votre travail à vous, c'est d'avoir un regard au-delà de celui que le parent va avoir, plus objectif, peut-être plus précis, grâce à votre recul. Je vais passer à la troisième et dernière partie. Ça va pour tout le monde? Vous êtes vraiment attentifs, c'est super agréable. Alors, je voulais vous dire qu'il est très important de se montrer souple pendant une rencontre avec un enfant. Comme je le disais un petit peu au début de la conférence, ce qui est important, ça ne va pas être de suivre votre planification à la lettre, mais justement d'observer comment est-ce que l'enfant se sent, comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il cherche à vous communiquer des choses. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arrêter complètement mes interventions pour écouter ce que l'enfant avait à me raconter. Des fois, c'est des choses qui, pour nous, les adultes, n'ont pas l'air d'être importantes. Mais par exemple, la semaine dernière, je travaillais avec un petit Milan et il a failli s'évanouir parce qu'il a eu un plâtre et que quand on lui enlevait, il avait le bras très peu musclé et qu'il ne se reconnaissait pas. Il a eu besoin de m'en parler pendant une demi-heure et je sais qu'avec le recul, c'est pas grave du tout. Mais pour son petit cœur d'enfant de 8-9 ans, c'était quelque chose qui l'avait marqué. Je suis certaine que si je ne l'avais pas écouté et rassuré, il aurait été beaucoup moins disponible pour apprendre. Il ne serait pas très content que je vous ai raconté ça. Je voulais aussi rappeler que les enfants vivent beaucoup d'émotions dans une période de 24 heures parce qu'ils se construisent. C'est sûr que nous aussi, les adultes, ont grandi, mais les enfants, c'est fou chaque jour à quel point ils peuvent se découvrir et apprendre en étant en relation avec les enseignants, les amis, les parents et dans le quotidien. Donc un enfant peut très bien arriver à une rencontre fâchée, frustré, triste, inquiet, et c'est important d'écouter tout ça. Et si vous vous écoutez, vous le remarquerez toujours. Oui ? Quand je parle d'enfants, quel âge ils ont environ ? Moi, je me suis spécialisée auprès des enfants de 6 à 12 ans, mais j'ai eu beaucoup de demandes pour du secondaire. Alors, je me suis permise de préciser aux parents des élèves que mes formations en termes de scolarité s'étaient arrêtées au primaire. Je ne veux pas faire des maths et des choses de ce genre, mais je leur ai précisé que c'est les méthodes de travail que je développe, le sens de l'organisation, la motivation, mais c'est surtout avec les enfants de 6 à 12 ans. Tu veux ajouter quelque chose ? D'accord, très bien. Merci pour ta question. Et je voulais aussi rappeler que les enfants vivent des journées qui sont très chargées. Je remarque souvent que quand un parent écoute son enfant lire, ils ont toujours le visage un peu crispé, alors qu'en réalité, moi, je suis émerveillée de voir les progrès. Parce que les parents oublient tous les processus par lesquels on passe pour se rendre, par exemple, à être un lecteur expert. Un enfant qui lit va commencer par apprendre les sons que font les lettres. Ensuite, il va apprendre à lire des syllabes. Ensuite, il va apprendre à lire des mots. Par la suite, il va chercher à comprendre le sens de phrases, après le sens de paragraphe, puis le sens de texte. C'est énorme. C'est comme si je vous apprenais
à lire le japonais, vous n'allez pas avoir accès au sens tout de suite parce que vous allez être trop occupé à décoder. Et souvent, on oublie à quel point c'est éprouvant. Donc, n'hésitez pas à vous montrer flexible quand vous recevez un enfant. Je sais que c'est pas facile parce que souvent, quand on est tuteur, c'est chez les parents et ils aiment bien écouter ce qui se passe. Et c'est une dure décision de dire, en fait, on va s'arrêter là. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé d'avoir une maman qui me soufflait ses stratégies et ça m'énervait parce que je n'aimais pas me sentir écoutée. Mais si vous faites le travail que vous faites, je pense que vous avez un fond très humain. Écoutez-vous toujours. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire la différence dans la vie de mes élèves. Ça m'est arrivé de me fâcher avec des directions d'école. C'est pas grave. Si vous voulez aider les enfants, écoutez toujours votre intuition. Ça paye vraiment plus que d'y aller avec le côté rationnel. On travaille avec des êtres humains, pas avec des machines. Surtout avec les enfants. Ils vous remercieront et leur famille aussi. J'ai insisté sur le fait que les besoins des enfants sont en constante évaluation. Ça m'est arrivé, par exemple, de prévoir 5 séances pour faire de la rééducation au niveau des inférences. Les inférences en lecture, c'est le fait tout simplement d'être capable de comprendre le texte au-delà de ce qui est écrit. Par exemple, je vais faire une inférence à l'oral. Si je dis « à table, c'est l'heure de souper », j'imagine que vous devinez que c'est le soir, mais je ne l'ai pas dit. Donc si je prévoyais de travailler 5 séances là-dessus et que je voyais qu'au bout de 3 séances, l'enfant était vraiment à l'aise, bien sûr, je devrais modifier mes interventions. Donc il est important de se montrer flexible. Et tant pis si j'avais dit aux parents que ça prenait 5 séances. Il arrive, selon ce que les enfants vivent, que les besoins changent. Par exemple, j'aurais pu travailler à titre préventif avec un enfant les stratégies d'apprentissage et l'organisation pour que finalement, quelques semaines après, ses parents divorcent et que beaucoup d'anxiété se manifeste. Finalement, je travaillerai des choses bien différentes avec l'enfant. Donc il faut aussi être attentif au fait que des besoins qui sont nouveaux deviennent prioritaires et qu'il faille s'adapter donc aux nouvelles situations. J'ai ajouté dans cette section un très beau proverbe africain. Je vais vous le lire. On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse, on l'arrose et on la regarde grandir. Ce que je veux dire par là, en vous citant cette phrase, c'est que parfois, la chose la plus intelligente à faire va être d'arrêter une rencontre. Bien sûr, vous êtes payé quand vous arrêtez une rencontre, vous ne rentrez pas chez vous, mais vous pouvez faire un jeu. Moi, souvent, j'ai des jeux avec moi, ça peut être n'importe quoi. Un jeu Uno, un petit jeu d'échecs, même des fois sur votre iPhone, pour poursuivre la séance, mais éviter de créer un blocage chez l'enfant. J'ai fait ça récemment, il y avait un élève qui était plus réceptif parce que du fait que l'école est reprise, il y avait de l'anxiété qui arrivait. Et j'ai pensé que si j'insistais sur ce que j'avais prévu de faire, qui était le fait de travailler les démarches en résolution de problèmes, l'élève allait se sentir mauvais et j'allais cultiver de mauvaises choses. Alors j'ai cherché à le distraire et comme il fallait que je prenne des notes par rapport au changement de situation, je lui ai prêté l'iPad avec le jeu Puissance 4 et gardez aussi en tête que les jeux travaillent beaucoup de choses. Est-ce que vous devinez, vous connaissez le jeu Puissance 4, j'imagine? Oui? Qui connaît le jeu Puissance 4 et pourrait nous expliquer ce que c'est? Tu te sens à l'aise d'expliquer ce que c'est? Sans pression? C'est un jeu avec des jetons de 2 couleurs. On joue avec une autre personne. Et là, il y a comme un tableau dans lequel on met les jetons. Puis là, il faut faire une suite de 4 sans que l'autre le coupe. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez entendu les principes de ce jeu, est-ce que vous pourriez essayer d'imaginer ce que ça travaille dans vos mots sans aucune pression? Qu'est-ce que ça peut travailler, ce type de jeu-là? Est-ce que vous avez des idées? Oui? Qu'est-ce que ça peut travailler? Ça peut travailler l'anticipation et la logique. Bravo, on a une jeune diplômée ici. Mais c'est vrai, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui? Toutes les idées sont les bienvenues. La connexion entre les êtres humains, juste un jeu. C'est très intéressant et c'est l'essence de mon travail, bravo. Est-ce qu'il y a une dernière idée au niveau du jeu Puissance 4 de ce qu'on pourrait travailler, juste en prenant le temps d'y réfléchir? Toi? Oui? Apprendre à perdre. Oh, c'est beau ça.
J'espère que ça a été enregistré. Donc oui, apprendre à perdre, c'est vrai. Et à perdre humblement, tout à fait. Moi, personnellement, quand j'utilise le jeu Puissance 4, ce que je cherche à travailler, c'est le fait d'avoir une attention qui est partagée, se concentrer sur nos stratégies à nous et en même temps sur celles de notre adversaire, inventer de soi-même des stratégies. Et à chaque fois que je passe par le jeu, pour moi, je travaille la motivation de l'enfant, son estime scolaire et bien souvent le lien de confiance avec l'adulte pédagogue. L'adulte pédagogue n'est pas là pour impressionner. Il y a souvent des élèves qui croient que parce que je suis orthopédagogue, je suis plus intelligente qu'eux. C'est fou, je leur dis j'ai plus de vécu que toi, mais je ne suis pas plus intelligente. Et effectivement, le fait de travailler sous forme de jeu, ça change tout en fait. C'est un très bon point, je n'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais oui, c'est vraiment très important parce que quand on travaille avec les jeux, il n'y a plus de mécanismes de défense et les enfants deviennent terriblement disponibles pour les apprentissages. Et quand on veut faire de la rééducation, quand l'attention est difficile, la mémoire ou plein d'autres choses, c'est super pertinent de travailler avec les jeux. J'ai un bon exemple pour conclure sur ce point-là. Je me rappelle qu'une fois, j'avais travaillé avec une élève de 13-14 ans qui avait beaucoup de problèmes au niveau de la mémoire, à un point que tout le monde disait qu'il n'y avait rien à faire. Et je déteste entendre ça, il y a toujours quelque chose à faire, parce que même si on est dans une impasse, il y aura une façon de compenser. C'est certain, il suffit de bien comprendre l'origine des problèmes. Et j'ai travaillé juste pendant une séance avec cette élève-là, la mémoire. Et à la fin, je trouvais qu'elle avait tellement progressé parce que comme on travaillait avec les jeux, elle n'avait plus peur de rien. Je lui ai demandé de faire rentrer sa mère dans le bureau. J'ai donné ma place à sa maman. Elle a joué contre elle et elle a gagné contre sa mère. C'était magnifique de voir comment l'élève rayonnait. Et sa mère était tellement surprise qu'elle était presque déstabilisée. Donc oui, c'est très intéressant de travailler avec les jeux. Et j'ai réalisé personnellement que quand j'ai commencé, j'ai beaucoup investi dans du matériel pédagogique version papier. Mais finalement, tout ce travail avec les jeux, donc n'hésitez pas à travailler avec les jeux et ça coûte beaucoup moins cher aussi au niveau du budget. Et il est inutile de bâtir des planifications à la perfection parce que si tout est déjà préparé, il y a beaucoup moins d'interaction avec l'enfant. Par exemple, quand je travaille la méthode de correction avec les enfants, avant, je bâtissais à l'avance des textes avec des fautes grammaticales ciblées. Et je me suis rendu compte que c'était tellement plus amusant de demander aux enfants de me donner des mots au hasard pour que je bâtisse des phrases en fonction de ce qui me sortait. Playmobil, salade, n'importe quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas de faire une planification qui est parfaite. Encore une fois, c'est de créer le lien avec l'élève. Vous verrez la différence. Comme j'en ai un petit peu parlé précédemment, je pense qu'être un bon professionnel, c'est se permettre de faire preuve de jugement. Je pense que c'est pour ça que les parents font appel à nous. Gardez toujours en tête que votre mandat est de soutenir les enfants dans leur réussite et pas de suivre une liste de tâches à faire comme on le ferait au travail devant un ordinateur. Quand on est face à l'humain, comme je le disais brièvement tout à l'heure, c'est l'intuition qui va payer et pas le côté rationnel des choses. Et dernier point, et non le moindre, n'oubliez jamais que les enfants sont très forts pour ressentir tout ce que vous ressentez. Si dans votre non-verbal vous êtes découragé, frustré ou impatient, ils vont le sentir, donc vous aussi, vous avez le droit de mettre un stop. Ça m'est arrivé une fois dans mes débuts d'avoir un enfant qui avait vraiment besoin de travailler avec un psychologue plutôt qu'avec moi pour commencer. Et moi-même, j'ai atteint ma limite parce qu'en voulant attirer l'attention, il a manqué de respect en claquant une porte. Et j'ai arrêté tout de suite la séance et je suis allée chercher sa mère parce que moi, je sentais que j'étais en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je disais d'être attentif aux besoins des enfants, mais ça se pourrait aussi que selon vos valeurs, selon vos limites qui sont personnelles, il faille arrêter une séance. Et en restant dans le respect, on peut toujours tout dire aux familles. Et vous verrez que bien souvent, ce qui aide le plus les parents, c'est quand on soulève des choses qui peuvent être délicates et c'est pas juste en allant dans le sens des enfants. En commençant, comme quand on fait de la suppléance, on a l'impression que les gens aimeraient qu'on leur dise que tout va bien, mais c'est pas comme ça qu'on est le plus utile. Par exemple, récemment, j'ai 3 pauvres élèves qui se sont laissés aller. L'école a repris et finalement, l'image des apprentissages était un petit peu modifiée par rapport à l'été. Et j'ai dû parler aux parents et demander qu'il y a un cadre strict. Alors que mon métier à moi, c'est de comprendre les besoins des enfants. Et souvent, je défends qu'il y a un mécanisme de défense, qu'il y a un manque de stratégie, qu'il y a une absence de lien significatif avec l'enseignant. Mais il arrive parfois que
que les enfants aient besoin d'un petit peu de discipline, de plus de cadre. Il ne faut pas hésiter à le dire avec les familles. Comme je le disais, avec du respect, tout peut se dire. Comme avec de la fermeté auprès des enfants quand c'est nécessaire. Maintenant, on va passer à ma partie préférée. C'est celle où vous allez travailler. En fait, mon but, c'est pas de vous embêter, c'est juste de vous faire vivre des situations qui vont permettre de vous aider à absorber les informations que j'ai voulu vous transmettre tout à l'heure. Donc, considérez que j'ai simplement éveillé votre esprit au fait qu'il est important de créer des liens significatifs avec les enfants, avec une relation qui est authentique. Alors voilà le premier des 2 enfants qui devait être là ce soir. Il s'appelle Timéo. Et vous voyez, j'ai établi un lien significatif avec lui. Et tout à l'heure, à 19h, il m'a appelé pour me souhaiter une bonne conférence. C'est adorable. Comme si j'allais être stressée ou autre, parce qu'en fait, il avait tellement d'empathie qu'il disait « Waouh, ça prend du courage, c'est trop mignon ». Il était sincère et quand j'ai entendu son message vocal, je l'ai rappelé parce que c'était adorable et que ça me faisait vraiment plaisir. Il m'a redit « Vraiment, je pense très fort à toi ». C'est adorable parce qu'en plus, dans ce genre quand on crée ce genre de lien, c'est enrichissant pour tout le monde. Je n'avais pas besoin d'encouragement. Mais qu'est-ce que ça me rend heureuse quand je reçois 3-4 ans plus tard un courriel d'un enfant qui me demande de mes nouvelles, ou quand mes élèves m'envoient des photos de leur voyage à New York, ou quand ils m'envoient des photos de leur chambre, de leur chien, de leur chat. Je ne vois pas de plus beau cadeau. Donc je vous présente Timéo qui a 10 ans. Je ne vous révélerai pas son histoire par souci de confidentialité, mais par contre, il m'a permis de le faire passer pour un enfant qui est anxieux. Alors, je vais vous raconter son histoire qui est fictive, c'est celle d'un autre enfant. Je propose, si ça vous convient, que quelqu'un lise le cas de Timéo. C'est juste un petit paragraphe de 10 lignes. Est-ce que quelqu'un serait à l'aise de faire ça? Est-ce que je désigne quelqu'un? Oui? Merci beaucoup. Ah, parfait, super. Je vais juste te donner la mise en situation. Oui. Il faut le dire si tu veux pourrir ma conférence. Donc on va entendre le cas fictif de Timéo qui a réellement 10 ans, qui m'a réellement téléphoné tout à l'heure pour m'encourager. Je m'appelle Timéo, j'ai 8 ans. Ça fait bizarre avec cette voix d'adulte. Pour moi qui le connais, je lui raconterai. Je m'appelle Timéo, j'ai 8 ans. Bonjour Timéo. Je présente de l'anxiété, ce qui a un impact direct sur mes apprentissages. Mon anxiété me vient de mes parents, ce n'est jamais assez pour eux. Si je m'investis dans mes apprentissages, c'est avant tout pour qu'ils m'aiment et qu'ils soient fiers de moi. Malheureusement, je m'aime à travers le regard des autres. À l'école, je suis beaucoup dans la lune. Je réfléchis à ce que je devrais faire au lieu de me concentrer sincèrement sur les tâches à réaliser. Lors de ma première rencontre avec Natacha, je l'ai trouvée très gentille. J'avais envie qu'elle ait une bonne image de moi. Je me suis beaucoup appliqué et je rougissais quand elle me faisait des compliments. Les moments où je me suis senti le plus à l'aise, c'est quand elle m'a fait des blagues et quand elle m'a raconté son propre parcours scolaire. Là, je me sentais concentré et dans l'instant présent. J'éprouve des difficultés dans toutes les matières, car j'ai du mal à me concentrer lors des périodes d'enseignement et parce que je perds mes moyens en contexte d'évaluation. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais nous lire la question numéro 1, Timéo? Oui. On t'écoute. Si vous aviez à travailler avec moi, à quoi ressemblerait notre première rencontre? Merci. Pensez à la question qui a été posée. Pour une première rencontre, moi, personnellement, j'ai pris le temps de me permettre de ne pas travailler avec les enfants les défis qui m'ont été décrits par les parents, mais d'apprendre à les connaître. Personnellement, si ça peut vous donner une idée, j'ai des feuilles avec environ 10-12 questions. Je leur pose des questions par rapport à leur motivation. Ils sont tellement contents de me parler d'eux et ça m'intéresse vraiment d'apprendre à les connaître pour que mes planifications aient un lien avec leur centre d'intérêt et retiennent leur attention. Donc, c'est ce que je fais et je fais des jeux aussi. Donc, vous, si vous rencontriez Timéo pour la première fois, qu'il avait de la difficulté en milieu scolaire à cause de son anxiété et que ça avait un impact sur toutes les matières. Par exemple, la compréhension de lecture, l'orthographe au niveau de dictée, la résolution de problèmes.
à quoi ressemblerait la première rencontre. J'ai pas besoin du tout d'une réponse parfaite, mais sincèrement, dans quelle direction est-ce que vous iriez pour la première rencontre? Et toutes les réponses seront différentes, donc sentez-vous à l'aise de dire sincèrement ce que vous aimeriez mettre en place pour Timéo. Je vais passer le micro à la première personne qui lève la main. Ça peut être juste une idée pour commencer, hein. Pas besoin de faire une planification de 60 minutes, évidemment. Oui? Qu'est-ce que tu ferais pour Timéo? Je peux répondre, mais j'ai aussi une question après. I guess, Tu voulais d'abord poser une question, je peux peut-être? je peux répondre avant. I guess, je voudrais établir une relation d'amitié avec avant. Mais moi, j'ai une question. Donc, le début du texte, lorsqu'il dit que la raison pourquoi il veut réussir, c'est par rapport à l'approbation des autres, ou je suis pas trop sûr, là. C'est lui qui a écrit ça? Oui, tu me crois si je te dis oui? Il a du talent, Timéo, 10 ans, dis donc. Non, non, j'ai écrit ça, en fait, c'est pas son histoire à lui, c'est l'histoire d'un autre élève que j'ai synthétisé, mais bien sûr, j'aurais pas eu le droit de raconter sa propre histoire. Ouais. Ah non, non, malheureusement, il est trop stressé dans la vie pour que je lui donne ce type d'exercice-là. Ça répond à ta question? Mais il était très ouvert à participer par contre, mais c'était à condition que j'écrive un texte pour lui. Donc tu aimerais créer une relation d'amitié avec lui pour commencer? Ah, c'est très intéressant. Le partage d'idées serait plus naturel. Oui, parce qu'on agirait en tant que guide pédagogique plutôt que comme personne en autorité, ce qui n'est absolument pas nécessaire, c'est vrai. J'ai beaucoup remarqué que dans les couloirs de l'école où j'étais l'année dernière, que je ne citerai pas parce qu'ils ne seront pas contents, il y avait des enseignants qui criaient sur les enfants. Et quand je faisais de la suppléance, j'ai toujours remarqué que j'avais la chance d'avoir le respect naturel des enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que je les respectais moi-même et que je leur expliquais les choses. Donc c'est vrai que c'est important de leur montrer qu'on est un guide et qu'on n'est pas l'autorité suprême, qu'on n'est pas plus intelligent qu'eux, qu'on a juste l'expérience d'un adulte de plus qu'eux et que de ce fait on est là pour les encadrer dans leur cheminement. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait donner une idée de comment commencer une première rencontre avec le cas de Timéo? Oui? Personnellement, je te demanderai des questions pour voir si je peux trouver un thème autour duquel genre mes récompenses à lui se tourneraient. Genre les séries qu'il aime, des jeux vidéo, des choses comme ça. Genre super-héros qu'il aime. Et est-ce que tu utiliserais ça pour donner des renforcements positifs? Ouais. Très bien. Tu m'amènes à une petite parenthèse que je vais me permettre de faire. Merci beaucoup pour ta réponse, c'était très bien. La parenthèse que j'aimerais faire, c'est que souvent les parents font l'erreur, quand vous travaillez avec les enfants, de vouloir leur offrir des cadeaux, en tout cas des récompenses parce qu'ils ont travaillé avec vous. Attention, il y a un petit bémol autour de ça, c'est si on veut que la motivation vienne vraiment des enfants, qu'elle soit intrinsèque, c'est le mot qu'on utilise pour exprimer ça, il faut souligner les efforts, mais pas récompenser les progrès, parce qu'on veut que les enfants s'approprient leur réussite. Donc c'est excellent. Ça pourrait être quoi, par exemple, comme récompense? Ça pourrait être en fait du temps de qualité. Souvent, j'utilise les renforcements positifs sociaux. Ça marche très bien. Merci beaucoup pour ta réflexion. À moins que quelqu'un aimerait nous faire part de... Oui? Oui, tu as une question? Juste, qu'est-ce que vous vouliez dire par renforcement positif sociaux? Ça veut dire quoi? En fait, quand un enfant a un comportement qu'on veut qu'il ait, on souhaite l'encourager. Et souvent, on donne un renforcement positif. Ça peut être un cadeau, un moment agréable avec l'enfant, plein de choses qui sont gratifiantes. Mais moi, je défends que si les renforcements positifs ne sont pas sociaux, passer du temps, par exemple, avec maman tout seul le samedi matin, choisir le souper le soir, être la personne qui choisit le film qu'on va écouter en famille, ça c'est des renforcements positifs qui sont sociaux. Par contre, s'il y va dans quelque chose de plus matériel, personnellement je trouve que c'est destructeur. J'ai reçu l'hiver dernier mon neveu à mon bureau et sa maman, quand j'ai demandé à l'enfant de faire certains exercices à la maison, d'habitude j'en propose pas parce que c'est trop lourd, mais là la maman avait de très hautes exigences et je lui ai dit je peux l'aider beaucoup en 3 mois, mais j'ai besoin par contre que vous renforciez ce qu'on commence à faire ensemble à la maison. Elle lui a automatiquement dit, si tu fais les exercices que Natacha te recommande, je t'achèterai un cadeau. Et forcément, ce que ça a pour conséquence, c'est que déjà, il y a le si. Donc pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas l'exercice que je lui recommande puisque c'est pour lui? Et en plus de ça, il va travailler pour le cadeau, donc en fait, on perd tout, tu vois. Donc quand je disais qu'il était important d'avoir des renforcements positifs sociaux,
je voulais dire que le but, c'est de souligner les efforts avec quelque chose de plus affectif, plutôt que de souligner les résultats avec quelque chose de matériel. Ça va? Très bien. Si ça vous convient, on va passer au deuxième et dernier cas de figure. Et après ça, on se tournera vers la conclusion. Est-ce que quelqu'un voudrait lire le cas d'Alexandre? Vous voyez, Alexandre, aujourd'hui, il a fait un concert et sa maman m'a envoyé une vidéo vers 17h de lui qui chante espagnol. Encore une fois, c'est un cadeau magnifique, mais ça a pris une relation authentique pour débloquer les défis qu'il avait. En fait, petite parenthèse, c'est un enfant qui passait pour un enfant autiste, parce qu'en fait, il avait été tellement castré par des éducatrices quand il était à la garderie dans un CPE, que face à une situation qui pouvait être un danger, il figeait. Il avait un comportement d'autiste et tout le monde le jugeait. Et à la première rencontre, je lui ai demandé « Est-ce que tu veux un verre d'eau ?» Il a baissé les yeux, le pauvre, alors qu'il n'a aucun problème au niveau social parce que je m'adressais à lui. Et je lui ai redemandé « Est-ce que tu veux un verre d'eau ?» jusqu'à ce qu'il me réponde. Et il a très bien su me répondre. Et finalement, il a changé d'école, etc. Et là, il est dans les premiers de classe. Et surtout, c'est un enfant qui est heureux, épanoui et assumé. Encore une fois, c'est important de créer des liens significatifs. Et vous pouvez imaginer que j'étais heureuse de recevoir une vidéo d'Alexandre qui chantait en espagnol sur la place publique tout à l'heure. Alors, qui aimerait lire le cas fictif d'Alexandre? Oui? Merci. Je m'appelle Alexandre, j'ai 10 ans. À l'école, je reçois souvent des mots à l'agenda en lien avec mon mauvais comportement. Mon père n'est jamais à la maison et la personne dont je suis le plus proche est ma mère. Comme c'est avec elle que je me sens le plus à l'aise, sentimentalement parlant, je lui fais payer, bien malgré moi, mes souffrances et frustrations. Ma première rencontre avec Natacha s'est très bien passée. Par contre, quand je me suis sentie en sécurité, émotionnellement parlant, avec elle, j'ai cherché à tester les limites. Je déteste mon enseignante actuelle. Elle n'a jamais cherché à établir un lien de confiance avec moi. Elle ne fait que remarquer mes mauvais coups, pas les bons. Aussi, elle n'arrive pas à distinguer les moments où je m'agite, car la faire réagir me donne l'impression d'être en contrôle des moments où je ne parviens réellement pas à comprendre les notions enseignées. Mes principales difficultés scolaires se situent en résolution de problèmes. Merci beaucoup. Je vais dire la question. J'ai la question. Oui, merci. Sorry. Si vous aviez à travailler avec moi, à quoi ressemblerait notre première rencontre? Alors, Alexandre, on le rappelle, c'est un élève qui présente des défis au niveau du comportement. Est-ce que vous avez des idées de... Oui? De comment pourrait commencer une première rencontre? Salut. Bonsoir. Donc, excusez, je veux juste me lever parce que je commence à avoir mal au dos. Oui, bien sûr. Sentez-vous tous à l'aise de bouger comme vous avez besoin? Merci beaucoup. Donc, moi, pour un cas comme ça, d'abord, OK, ce qui est très important, c'est d'établir un lien avec le jeune. Alors, je veux qu'on s'entende bien. Je vais bien sûr lui poser des questions sur ses intérêts. Je veux comprendre qui l'intéresse, quel personnage fictif l'intéresse. Il y avait quelqu'un d'autre qui a mentionné qu'il demanderait pour son super-héros favori. Moi, j'adore ça, parce que moi, j'adore les super-héros. Mais c'est super de le mentionner, parce qu'en plus, tu montres à l'enfant que tu es un être humain et que toi aussi, tu vis des émotions. Un échange d'intérêts, justement. Et après, pour toucher le sujet d'opposition, ben, avant qu'on touche sur ça, j'aimerais comme peut-être, tu sais, quand il me dit ses personnages fictifs préférés, juste comme un problème logique ou dépendant de la matière, je vais dire, ton super-héros préféré, on s'entend que c'est probablement Batman parce que Batman, c'est le meilleur. Oui, tout à fait. Je vais dire, Bravo. OK, supposons que Batman est dans cette situation, peut-être c'est comme un problème logique qui serait semblable à ses cours. Qu'est-ce qu'il fait pour s'échapper? Et là, je pourrais voir comment il s'applique. Et il s'implique parce que, tu sais, c'est Batman, là. Qui n'est pas excité par Batman? Même moi, là, t'es en train de me séduire et j'ai envie de travailler avec toi. Pourtant, j'aime pas Batman. J'aime les trucs de filles. Alors, juste pour faire quelque chose de divertissant, pour capter son intérêt. Et ensuite, concernant les troubles d'opposition, ben d'abord, ce qui est très important, je trouve que presque tout conflit vient d'un manque de communication
et parfois un manque d'empathie. Donc, je veux surtout, avant tout, je veux comprendre son opinion, comment il se sent. Je vais peut-être jouer comme des jeux de rôle, faire semblant que je suis un élève qui pourrait faire quelque chose qui pourrait l'agacer. Là, je le demande, dans ta tête, c'est quoi ta première pensée? Et si c'est une pensée comme plus agressive, je vais essayer de l'aider pour que la prochaine fois, il pense à quelque chose de comme, de ne pas assumer le pire, de ne pas immédiatement sauter à la conclusion que c'était un acte fait dont le but d'être négatif. Et avec le cas de son professeur, ça serait aussi important jouer de jeux de rôle pour qu'il voit est-ce que le prof voulait vraiment l'agacer, est-ce que les actes du prof, l'intention c'était négatif, est-ce que l'intention c'était hostile, est-ce que c'est un mot en français, hostile? Tout à fait. OK. Et de plus, je pense que ça serait peut-être utile que moi je parle au professeur ou Bien, sinon bravo, vous avez le droit de ses faire ça. parents ou sinon pourrait suggérer de laisser ça comme suggestion à ses parents, mais je pense que ça serait mieux si moi je le fasse pour montrer mon implication. Bien sûr, je le ferai avec la permission de ses parents. Je trouve que ça aussi, c'est très important. On a besoin Qu'est-ce de que leur tu veux conseil. dire par pour montrer ton implication? Ben parce que moi, je suis pas comme une machine. Là. Je suis pas là juste pour répéter toutes les affaires que n'importe quel tuteur veut faire. La différence avec cette compagnie, c'est notre niveau d'implication et d'empathie Bravo. pour les jeunes et pour leur famille. On va bien s'entendre alors. Oh, Bravo. Merci. Oh. Mon fils a juste 3 ans, mais dès qu'il ira à l'école, je te le confierai. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont des formations dans le milieu, mais qui nous envoient leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un rôle très important parce que ça arrive même que des parents orthopédagogues m'envoient leurs enfants parce que le parent veut tellement pour son enfant qu'il se frustre facilement. L'enfant veut plaire aux parents et ça crée de grands conflits. Je suis très touchée par les points que tu as amenés. Bravo, je pense que tu as tout compris. Et tu nous emmènes à la conclusion. En fait, en vous faisant vivre ces 2 mises en situation, je voulais tout simplement que vous réfléchissiez au fait que, encore une fois, ce n'est pas les connaissances qui sont importantes, c'est ce que vous vivez comme émotion. C'est ce que je voulais vous faire vivre. Qu'est-ce que vous en concluez? Est-ce que vous réalisez de vous-même à quel point le lien est important? Parce qu'en fait, dans ce que ce jeune homme, dont j'ignore le nom, tu as plus le micro. Essan? Essan? D'accord. Alors, le brillant Essan, en fait, ce qu'il expliquait, tu peux prendre le compliment, c'est que c'est le lien authentique qui est important, parce qu'avec un lien authentique, on a de l'empathie, on a du respect, on a tendance à modéliser plutôt qu'à imposer. Et selon moi, c'est ce qui va faire toute la différence. Il y a plusieurs orthopédagogues sur le plateau, et moi, j'ai essayé en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu mon emploi quand j'ai eu mon congé maternité. Et je dérangeais beaucoup en fait dans l'école où je travaillais. Pourtant, je ne racontais rien de ce qui se passait à l'école aux parents d'élèves. C'est juste que je travaillais sincèrement pour les enfants. Et il existe, désolée de le dire, des écoles qui sont un petit peu corrompues et qui cherchent à montrer une bonne image de leur service, mais qui ne servent pas tant que ça les élèves. Et pourquoi je disais ça? On parlait de l'importance du lien. Oui, et quand j'ai perdu mon emploi injustement, j'ai décidé de faire pour montrer le modèle à mon fils, ce que j'aurais fait 10-15 ans plus tard, ouvrir mon propre bureau à côté de la maison et être dans mes valeurs. Et je n'ai jamais eu autant de résultats avec mes élèves qu'en étant dans mes valeurs. Et oui, j'ai des connaissances parce que j'ai fait 7 ans d'université, mais sincèrement, et c'est le message le plus important, j'ai réussi à obtenir une super belle culture, mais il n'y a rien de ce que j'utilise que j'ai appris à l'université. Peut-être la forme, quand je communique avec des personnes, la façon dont fonctionne le système, mais tous les outils que j'utilise, je les ai créés de moi-même. Donc vraiment, prenez confiance en vous. Quelqu'un voulait apporter une réflexion? J'avais juste une question, c'est quoi un trouble de l'opposition? Est-ce que quelqu'un aimerait répondre à ça? Est-ce que vous avez des hypothèses à formuler autour de ce que c'est qu'un trouble de l'opposition? Merci pour la question. Moi, je crois qu'on a un spécialiste dans le fond du trouble de l'opposition. Est-ce qu'il veut parler? Oui, toi?
dans tes mots. Pas besoin d'un jargon scientifique. Tu as l'air de bien connaître le sujet. Donc, problème d'opposition, je trouve un des symptômes principaux là-dedans, c'est de immédiatement sauter à la conclusion que tout geste potentiellement énervant soit un geste fait avec intention négative. Alors, supposons que j'étais en train de marcher tout patapati patou, et là, je sais pas, mon ami Abdou, il me passe et il me pousse par accident. Moi, si j'avais un désordre d'opposition, je pense dans ma tête, et il a fait ça parce qu'il voulait se chicaner. Il a fait ça parce qu'il voulait commencer une bataille avec moi. Et je saute à toutes ces conclusions comme négatives, hostiles. Je prends personnel les choses. Effectivement, c'était ça l'expression, merci. Mais tu l'as très bien exprimé, j'aurais pas deviné sinon. Exactement. Et est-ce que vous devinez, quand un enfant a un trouble de l'opposition, en général, d'où est-ce que ça vient? Dans le fond, je voulais juste ajouter que souvent, les troubles d'opposition, l'enfant se sent comme Alexandre, il va se sentir hors contrôle ou hors de son confort. Donc, ce qui va arriver, c'est dès qu'il ne comprend pas la situation ou dès qu'il se sent en danger vis-à-vis ne pas comprendre ou vis-à-vis quelqu'un qui a l'autorité, il va se mettre hostile puisque c'est un peu le fight or flight. Mais souvent, ils vont avoir la réaction de faire non, 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 ou ils vont s'opposer au professeur, un peu comme Alexandre faisait. Il disait qu'il se sent en contrôle lorsqu'il se met contre le professeur puisqu'il ne comprend pas la matière. Et souvent, ces enfants-là, ce qui marcherait plus, c'est de leur mettre en contrôle. Donc, comme lui, il se sent en contrôle avec sa mère, il se sent confortable avec, et son père n'est pas là, il ne se sent pas en confort avec l'enseignant. Donc, ce qui va arriver, c'est, par exemple, si tu lui fais enseigner la matière, si lorsque lui, il apprend la notion et il l'enseigne, il va pouvoir se sentir plus confortable dans cette espèce de trouble d'opposition. Et s'il comprend la matière, au lieu qu'un prof se mette juste contre lui puisqu'il est hostile, c'est probablement puisqu'il ne comprend pas, il se sent vulnérable. Oui, jamais aucun enfant n'est méchant. Effectivement, il y a toujours quelque chose derrière. Dans les cas des troubles d'opposition, souvent, il y a un problème au niveau de l'attachement. Et rappelez-vous qu'un enfant qui est agressif, c'est un enfant qui souffre. Jamais c'est à prendre personnel. Quand on fait de la suppléance, il y a des enfants dans certaines classes qui peuvent avoir l'air violents parce qu'il y a un changement de routine et c'est des enfants qui souffrent. Il ne faut jamais rien prendre personnel. Au contraire, il faut les écouter parce que s'ils souffrent, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Et souvent, à cause des mécanismes de défense, c'est juste une façon de demander de l'aide. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose? Oui? Merci pour votre participation. Merci. J'ai vraiment apprécié vos conseils. Puis, je voulais ajouter que souvent, les parents et les professeurs essayent de changer l'enfant, pas de lui aider. Pas de l'aider, je veux dire. Oui. Puis, ils se sont coincés à un moment donné parce que personne ne lui dit qu'est-ce qu'elle fait de bon. Je voyais beaucoup de fois cette situation quand l'élève écrit le texte de son mot, puis il fait 20 erreurs. On lui montre ces 20 erreurs au lieu de lui montrer que 80 mots étaient écrits de la bonne façon. Comme il a bien les réussi. Puis, tout à fait. Ma sœur, elle apprend l'anglais présentement, puis je lui fais écrire un texte en anglais chaque jour. Et quand je le vois, je vois qu'il y a plein d'erreurs, juste vraiment plein. Mais je lui montre d'abord ce qu'elle a bien fait. Je dis, oh, t'as mis ce petit accord, tout à fait, parce qu'il existe une règle qu'on doit mettre cet accord-là, puis tu l'as fait, félicitations. Puis après, je lui montre une erreur ou deux, parce que les autres, elle va les voir après. Oui, il faut y aller graduellement, comme tu le dis, ça ne sert à rien sinon.
C'est ça, parce que si je vais lui montrer, ici c'est une erreur, ici aussi, dans chaque phrase tu as fait une erreur, elle va juste baisser les bras, c'est ça. Tout à fait. Bravo, et encore une fois, tu as un lien authentique avec ta sœur et tu cherches à l'encourager plutôt que d'être dans la performance, c'est très bien. Ça m'arrive de recevoir des élèves aussi en écriture dans ce type de contexte, et évidemment que je n'ai aucun intérêt à souligner toutes les erreurs. Je vais choisir les erreurs qui vont être les plus utiles à relever. Par exemple, je vais décider de travailler un homophone, des règles, peu importe, mais il faut choisir et il faut travailler de façon graduelle. Je peux te donner aussi une stratégie, vous donner une stratégie qui marche bien. Bien sûr, il vaut mieux relever ce qui a bien été que le contraire, et il est possible de façonner le comportement des enfants en ne faisant que souligner ce qui va bien. Et les enfants qui ont des soucis au niveau du comportement vont hyper réagir à tout ce qui est négatif. Et c'est une façon aussi d'aller chercher de l'attention. Moi, je pense que quand un enfant a des comportements qui ne sont pas acceptables, il vaut mieux choisir l'ignorance intentionnelle et donner de l'attention quand ça va bien. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des enfants qui faisaient des bêtises dans mon bureau parce que tout à coup ils vivaient quelque chose de difficile. Et je faisais semblant de ne pas avoir remarqué, mais par contre, quand il se passait quelque chose de bien, je me montrais émerveillée et tout s'arrêtait sans besoin de conflit. Je ne veux pas dire qu'il m'arrive jamais d'être ferme et dur parfois avec les enfants parce que ça peut être nécessaire dans certains cas, mais il vaut mieux y aller d'abord avec une méthode qui est positive, l'éducation positive. Un exemple que j'ai déjà utilisé dans une classe, je faisais de la suppléance pendant les études, pendant peut-être 2 semaines avec des enfants qui avaient eu des changements d'enseignants toute l'année. C'était très difficile, d'autant plus qu'ils avaient des soucis au niveau du langage, donc ils ne comprenaient pas les consignes, ils ne se comprenaient pas les uns les autres. Et en fait, on avait fait au tableau une chenille, la tête de la chenille, et des morceaux qui constituaient son corps. Et à chaque bon coup, on rajoutait une partie de la chenille. Et quand la chenille allait être complétée, ils allaient avoir le droit à une récompense qu'ils avaient choisie. Pas matérielle, évidemment. Ça pouvait être de faire une pièce de théâtre le vendredi après-midi ou de l'impro, n'importe quoi. Mais effectivement, c'est très intéressant d'y aller avec le positif et de toujours découper et de sous-découper quand c'est trop difficile, parce que même un adulte serait sensible à ça. Si vous rentrez dans une compagnie et qu'on vous tape sur les doigts dès le départ, vous allez être découragé. Vous n'allez pas y aller avec votre créativité, avec votre talent, vous ne prendrez pas d'initiative. Alors imaginez à quel point ça a un impact sur les enfants. Et bravo pour ta sœur, c'est ta petite sœur. J'aurais aimé avoir une grande sœur pour toi, comme toi, pardon. Moi, j'avais un grand frère qui jetait les cahiers de maths parce qu'il n'avait aucune patience avec mon TDA. Pourtant, ma mère le payait 5 $ de l'heure. Alors, je vais terminer ces 2 mises en situation avec une citation d'un auteur dont le nom est assez imprononçable. J'aurais peut-être pas dû m'en aller dans cette direction. Je vais vous lire la citation. « Il ne faut jamais oublier que l'intelligence est incroyablement plastique, qu'un mauvais élève peut devenir bon en l'espace de quelques mois, et c'est le cas avec les enfants que je reçois. Il arrive souvent qu'ils aient été suivis pendant tout le primaire, de la première année à la 6e année, qu'ils n'aient jamais atteint 60%, et en 3 mois, ils se surpassent, ils peuvent augmenter leur moyenne de 30% dans toutes les matières, parce que je cherche à mettre en place des interventions qui répondent à leurs besoins réels, qui ont échappé au milieu scolaire. Quand il est dans un milieu sécurisant, donc avec un milieu sécurisant, l'intelligence qui est plastique peut évoluer dans un très bon sens. Or, plus un système est rigide, moins il tient compte de cette plasticité de l'intelligence. Donc, il faut être ouvert d'esprit et bienveillant avec vos élèves. On va terminer avec une conclusion. Si ça vous convient, je vais vous mettre à la tâche. Encore une fois, on ne veut pas que ça soit parfait, c'est l'exercice de restitution des connaissances qui va être intéressant. En même temps, je vous présente cet outil d'apprentissage, c'est le réseau conceptuel. En fait, moi, j'aimerais que vous réalisiez une synthèse parce qu'en la réalisant, vous allez faire un travail, comme je le disais, de restitution des connaissances qui va vous permettre de mieux retenir les éléments que j'ai apportés. Et également, il va être beaucoup plus intéressant de relire ce document que la conférence parce que c'est des blocs avec des informations, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de lien. Quand j'aide les enfants avec les stratégies d'apprentissage pour apprendre les leçons, j'utilise beaucoup ça. On met les titres, les sous-titres et les mots-clés des choses qui sont importantes. Ça peut aussi aider les enfants quand ils ont des exposés oraux à organiser. Moi, j'aurais pu, si je voulais,
ce soir avoir un support pour ma présentation orale, mais je la voulais spontanée et sincère. Si par exemple j'avais été un petit peu stressée de perdre le fil, et j'aurais utilisé ça en fait, et j'aurais su dans quelle direction je m'en allais, quels étaient les liens à faire entre les différents types d'informations. Ça peut aussi servir quand on apprend des mots de vocabulaire. Moi, je me rappelle que j'avais fait ça avec un élève l'année dernière. On avait mis comme titre quelque chose comme mes mots de vocabulaire pour telle semaine. Et dans chaque bulle, les mots avec dans les sous-bulles les trucs pour se rappeler de l'orthographe des mots. Bref, on peut utiliser ça dans plein de contextes, c'est très pertinent. Ça aide aussi beaucoup les élèves au secondaire quand ils ont énormément de matière. C'est sûr que ça ne donne rien de demander à un enfant d'apprendre des leçons en regardant des paragraphes sans code couleur, sans flèche, sans rien. C'est un très bel outil. Alors, j'ai entendu que vous étiez à peu près 125. Alors, j'ai prévu que vous vous mettiez par équipe de 10, et c'est pas grave si l'exercice ne se fait pas de façon parfaite. Et en fait, je vous ai imprimé le réseau conceptuel qui est ici, vierge. Et j'aimerais vous proposer, en réfléchissant en équipe, de vous rappeler des 3 points que j'ai exposés pendant que j'ai pris la parole et des 3 sous-points qui composaient ces 3 points-là. Encore une fois, je n'ai pas du tout besoin que vous me disiez la même chose que ce que j'ai mentionné. Vous pouvez dire ça avec d'autres mots, de façon succincte ou avec des exemples que je n'ai jamais nommés. Le but, c'est de faire une synthèse sincère de ce que notre échange a pu vous apporter. Alors, je vais faire circuler les feuilles et idéalement, vous pourriez être à peu près 10, une rangée, je pense, par réseau conceptuel. Et après ça, je vous demanderai de façon libre de présenter les réseaux. Alors, je vais faire passer les feuilles. Est-ce que vous avez tous de quoi écrire? Au moins pour chaque équipe? Très bien. Je vais laisser les feuilles passer. Et juste pour vous donner un ordre du temps, je vous laisserai à peu près 5 minutes. Encore une fois, je précise que c'est l'exercice qui est important et pas le résultat esthétique. Et j'en profite rapidement pour vous remercier beaucoup pour votre participation. Évidemment, je remercie l'équipe de l'Académie du Succès de m'avoir fait confiance. On ne s'était même pas rencontrés, mais ça a été un coup de cœur humain. Et je suis impressionnée par votre participation et je crois que vous êtes des personnes qui souhaitaient aider sincèrement les jeunes et sachez qu'ils vont le sentir et que c'est ce qui va le faire le plus de bien aux familles, l'écoute, l'empathie, le respect, les échanges constructifs. Alors vous êtes très bien partis et si j'ai besoin d'aide pour mon fils par la suite, je saurai vers qui me tourner. Vers le jeune homme dans le fond. Merci beaucoup. Regardez. Alors, merci beaucoup, Madame Larson, pour cette très belle présentation détaillée. Et merci à vous encore pour vos engagements. Avant tout, j'aimerais vous remettre un petit cadeau pour vous remercier d'avoir participé à notre événement. Merci infiniment, Sador. Et notre directeur d'innovation aurait quelques mots à vous dire aussi. On pourrait remercier Mme Larson pour sa présentation, c'était exceptionnel. Puis j'aimerais vous remercier personnellement parce que vous m'avez rappelé ce soir qu'on a tous déjà été des enfants et qu'il y aura toujours un enfant en nous. Et ça, c'est vraiment important. Parce que moi-même, j'étais un enfant turbulent. Alors quand vous allez faire du tutorat, rappelez-vous de ça. Merci beaucoup. Merci.